aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle d'une petite crevette insignifiante. Petite crevette insignifiante. Ouais, elle est tellement belle. Ok. T'as l'impression de voir une crevette dans un bac marin. Vendu. On parle de ça. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour tout le monde. Parce qu'on est poli. Aujourd'hui avec Steph, on avait envie de vous parler d'un invertébré très prisé, très demandé, assez connu et reconnu dans le milieu de l'aquariophilie, mais que finalement, vous êtes assez peu à avoir maintenu ou à maintenir chez vous. Et aujourd'hui, Steph, on va parler De la Caridina tenerli. la Caridina tenerli. Steph, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus déjà sur cette crevette, un peu sur son aspect esthétique, son aspect purement visuel? Qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport aux crevettes classiques qu'on va retrouver dans le commerce? Eh ben, en fait, c'est une crevette qui a des points. Déjà, elle est colorée de rouge, elle a des petits points blancs. On retrouve pas vraiment ça dans les crevettes d'eau douce classiques. Tout à fait. Elle fait penser à une crevette marine, c'est laquelle déjà? L'Ismata debelius. Voilà. Qui va vraiment leur ressembler comme une autre, qui sera par contre beaucoup plus grosse. Ouais, beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive et beaucoup plus visible du coup. Mais l'avantage, c'est que ça va dans un bac d'eau douce. C'est une crevette qui vient d'Indonésie, dans la région sulawésienne. C'est pour ça qu'on les classe, hein, on classe cette crevette dans la variété des crevettes sulawésiennes. Donc, bon, dans la bibliographie, il y en a qui disent que ça vient du lac Matano, etc., etc. Ça vient de par là, on ne sait pas où, Un de tous ces lacs-là, exactement. Voilà. Lequel, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup d'espèces de crevettes sulawésiennes, mais on va dire qu'une énorme majorité sont très difficiles à maintenir. Denerli, la crevette cardinale aussi, on l'appelle comme ça, c'est une des plus faciles à maintenir, c'est celle qui a été le plus diffusée. Oui. Et aujourd'hui, on a tout simplement des souches issues d'élevage, hein, donc c'est plus des souches sauvages. Donc c'est pas n'importe quel élevage. Par exemple, nous, celle qu'on a ici. Ah ben, nous, nos géniteurs étaient sauvages et on les a acclimatés et on en fait aujourd'hui la production bien content. Ouais, là, on commence à avoir quand même pas mal de générations qui sont adaptées vraiment au bac élevage. C'est une crevette sulawésienne qui n'est pas très regardante, je le dis avec des guillemets, sur les conditions de maintenance. Il faut quand même une eau sulawésienne, c'est-à-dire une eau un petit peu basique, hein, donc un pH supérieur à 8. 8,5, c'est l'idéal. Un GH aux alentours de 6 et un KH à 4, 5. 5, c'est bien. Ouais. Par contre, le contraste de tout ça, c'est de la conductivité relativement faible. On est à 220, 230 microsiemètres, je crois, un truc comme ça. Nous, ici, oui, dans le lac, souvent, ça varie entre 130, 150 et jusqu'à 300 pour les grandes zones. Après, ça dépend. Mais franchement, ouais, 250, 220, voilà. C'est pas mal, je pense, pour les espèces d'élevage qu'on a. Ouais. Et le plus important, c'est la température de l'eau à 28. 28, c'est capital. Il y a des endroits dans les lacs en profondeur, on va trouver 26, mais c'est en surface que ça se passe, dans moins de 10 mètres de fond. Et c'est 28. Voilà, 28, 28 et demi. C'est la température idéale. Si vous êtes à 26, la crevette, elle va se laisser mourir. Si vous êtes à 30, la crevette, elle va mourir aussi. On fait 28. De temps en temps, on peut monter à 29, mais il faut quand même redescendre à 28. 28, c'est le top. Voilà. C'est le bon chiffre. Elle a aussi une particularité, j'ai envie de dire, de par la température, comme tu dis, qui est vraiment, je pense, l'élément le plus essentiel. Il y a plus de laxisme possible en termes de paramètres. Donc, on reste dans des paramètres, on va dire, entre... Il peut y avoir des petits écarts. 5, c'est très bas, je trouve, mais à partir de 8, 8,5, tu vois, que tu as 8,2, 8,3, 8,1, pas très grave. Mais 7,5, c'est bon. Hein. À 1 degré près. 7,5, ça passe. 7, c'est pas bon. Voilà. Oui, non, c'est l'extrême bas, 7,5, c'est... Mais 8, c'est l'idéal. Voilà. Ouais, je trouve très bien. Voilà. Et comme tu disais, la température. C'est par contre une crevette qui va être plutôt tendance à manger de manière générale les algues. Donc il y a une importance capitale à en avoir dans le bac. Ouais. Et pour en avoir dans le bac, il n'y a pas 50 secrets. Qu'est-ce que tu vas conseiller, toi? Éclairage H24. Tout simplement, pendant tout le cyclage. Voilà. Ouais. En fait, en gros,
C'est une astuce qui m'a été donnée par des éleveurs vietnamiens, en fait. Vous voyez, on va loin hein, quand même. Hein. Les Vietnamiens ont une communauté très fan des crevettes sulawésiennes, mais vraiment très très fan. Et il y a pas mal d'années, j'étais sur un groupe Facebook vietnamien, tout simplement. Ils m'ont vraiment bien aiguillé pour connaître les paramètres de maintenance, etc., etc. Ils m'ont vraiment tous dit, l'eau, c'est un fait, essaye de t'en rapprocher. Par contre, température 28 et éclairage H24. Alors, c'est pas la peine de pouiller en engrais, mais éclairage H24, 1 mois et demi à 2 mois de cyclage, éclairage H24. Et ensuite, on repasse à des éclairages à 16 heures, 12 heures par jour, une fois qu'on a mis les crevettes dedans. Et on essaye d'avoir un bac le plus stable possible, possible. Donc, petit changement d'eau régulier, tous les 15 jours, mais petit, hein, on fait pas des grosses variations de paramètres. On veille à ce qu'il y ait toujours un petit peu de ces micro-algues sur les vitres, sur le décor. D'ailleurs, on n'a pas parlé du décor, hein, en plus. Hein. Oh, mais on va y venir. Voilà. Un petit peu de nourriture, mais sans excès, et voilà. Et en principe, ça se passe bien. Et quand on fait ça, on a très, très vite de la repro et on se retrouve vite avec des bacs bien remplis de crevettes. Oui, et là, pour le coup, contrairement, par exemple, au Neo Caridina, qu'on va retrouver de manière plus générale dans le commerce, où les grosses femelles peuvent atteindre des tailles bien conséquentes. Hein. Je pense qu'on peut parler de 4,5 pour des énormes femelles. Là, pour le coup, on est sur des crevettes qui vont rester beaucoup plus petites. Oui, alors c'est jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi. Il y a des crevettes qui dépassent les 3 cm. Alors, c'est des vieilles mémées. Nous, ça nous intéresse pas. Elles grandissent très bien à l'état sauvage. Par contre, elles grandissent un petit peu moins en captivité. Donc, vous trouverez des crevettes en moyenne à 1,5 cm. C'est pas mal. Et en fin de vie, elles arrivent à 2. Oui, on est sur une espérance de vie qui est un peu plus courte aussi que les crevettes. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'avais gardé des crevettes pratiquement 3 ans. Hein. Ouais, c'est ça. 3 ans, moi, je trouve que c'est au-dessus de l'espérance de vie, mais, de la crevette, hein. Mais après, bon, ça peut être un cas particulier aussi. Oui, puis ça s'explique aussi par la température de l'eau. Hein. Maintenant, des crevettes à 28 degrés, on augmente forcément leur cycle de mue. Leur pourcentage de croissance. Elles, c'est leur mode de vie à elles, hein. Donc, oui, mais du coup, tout est accéléré. Alors, c'est pas accéléré, justement, elles vivent comme ça. Oui. Elles vivent avec ce truc-là et elles peuvent avoir la même fréquence de mue qu'une crevette qui vit dans une rivière. Oui, non, mais son métabolisme de base est adapté justement à les températures plus élevées. Ce qui lui fait forcément un taux d'oxygène un petit peu moins important, etc., etc. Tu parlais tout à l'heure justement de tout ce qui va être aménagement de l'aquarium. Qu'est-ce que je peux mettre dans son bac pour la faire sentir bien? Tu vois, par exemple, d'ailleurs, on a un bac avec énormément de cachettes, de la mousse, des racines. Ouais, bon, ça, c'est pas le bac exemplaire. Là, il est surdensité en poisson. Tu mets une crevette dedans, elle va passer un mauvais quart d'heure. Ouais, non, mais là, les paramètres sont un peu compliqués. Mais tu vois, en termes de décor, si on met les poissons, est-ce que ça lui conviendrait, ça, ou pas du tout? Pas du tout. En fait, sa vie, donc, ce sont des îles volcaniques, hein. Donc, dans le milieu naturel, vous avez des gros galets ou des roches basaltiques, etc. Sur le fond, qui sont recouverts un peu de moulmes, de micro-algues. Le fond, à certains endroits, peut être vaseux, mais généralement, c'est un fond de galets. Hein. Donc, sa vie, il n'y a pas de plantes là-bas. À 28 degrés, de toute façon, les plantes, elles commencent à tirer la tronche. Donc, en fait, pas de plantes. Pas de plantes. On met du sable classique de rivière. On peut mettre du basalte concassé. On peut mettre ce genre de substrat. Et idéalement, des roches volcaniques. Type gros morceaux de pouzzolane, de la black lava, des trucs comme ça. C'est microporeux, ça permet de favoriser tout ce qui est vie. En fait, il y a tout ce qui est microfaune et tout ça qui se développe dessus, les algues aussi qui prennent racine dessus, et vous avez les crevettes qui vivent vraiment collées à ces cailloux et qui passent leur temps à récupérer leur alimentation là-dedans. Donc c'est vraiment un décor lunaire presque. Hein, c'est très spécifique en tout cas. Très spécifique. Alors je sais qu'il y en a qui mettent du sable de corail parce que soi-disant ça augmente un petit peu le pH et tout. Ouais. Ça largue à mort en GH. Vous avez des grosses variations de paramètres et tôt ou tard ça va vous faire cracher le bac. Donc moi on me l'a vivement déconseillé, mais alors unanimement. Sur le papier c'était bien. Hein. Mais en vrai, c'est pas top. Pas d'utilité, quoi. Alors que le sable neutre. Les Vietnamiens sont full basalte. Voilà.
Ouais, voilà. C'est du basalte, les roches et du basalte. Il y en a qui mettent des tuiles, des ardoises, des machins, mais après ils se prennent pas la tête. Hein. Par contre, vous voyez les bacs, juste avant de mettre les crevettes, mais c'est un tas de mousse. Et, vous voyez ça, vous dites, c'est menteuse. Je vais pas faire ça. Bah, en fait, si eux, ils sont fans de sauvages, ils vont acheter des sauvages ou ils vont parfois en Indonésie les récupérer, les mettre là-dedans et les maintiennent super bien. Ils ont plein de souches d'élevage, de crevettes qu'on a du mal à avoir. On essaye nous aussi de les produire ici, mais pour l'instant, on peut rien faire. Mais les Volcrae, les trucs comme ça, ils les reproduisent les doigts dans le nez. Sans souci. Donc voilà, on espère un jour y arriver aussi et avoir une souche stable. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est de la maintenance. C'est de la maintenance avec un peu de repos et très limité, donc pas de production. Voilà, on n'est pas au stade de commercialisation. Voilà. Déjà de maintenir, on est content. Déjà avoir quelques premiers repros, on est bien content aussi. Déjà, voilà, on a franchi déjà un bon petit stade à ce niveau-là. Donc ouais, parce qu'il y a quand même un énorme panel de crevettes sulawesiennes. Alors c'est dommage de les mélanger, moi je trouve. Bon, après, il y en a qui sont magnifiques et puis il y en a qui se valent pas. Hein. Mais des Nerli, ce sont pour moi les plus belles. Il y a la Spinata qui arrive derrière, qui est assez jolie, hein, les rouges avec des liserés jaunes, etc. Après, bon, la Volcrae. Il y a de l'orchide, il y a pas mal de trucs un peu. Bon, après, moi, orchide, je suis pas plus fan que ça, mais ouais. Oui, c'est une question de goût et de couleur, un peu comme tout. Et il y a même des crevettes qui sont encore SP parce qu'ils n'ont pas été identifiées encore, hein, donc. On est d'accord que c'est quand même un sacrilège si je prends une Denerli, une Spinata et une orchide et que je les mets dans le même bac. Si t'es dans l'optique de maintenance, non. Si t'es dans l'optique de dire je prends un groupe de chaque, oui, mais tu sais que dans la nature, tu soulèves un caillou, ce qu'ils font, hein, tu sais, ils ont des filets comme ça, ils pêchent, ils soulèvent secouent le caillou, les crevettes descendent. Il n'y a pas que de la dernière ligne, hein. Tout est mélangé. Tout. Mais tout est mélangé. C'est un peu, moi, ça me paraît dommage en termes de pure image de mélange, tu vois. Alors, un peu comme quand tu veux faire de l'élevage, avoir de la repro. Si tu veux faire un super bac sulawesien, genre un énorme chalot de 400 litres. Peut-être là, je peux l'entendre. Ouais. Si tu fais un 30 litres, tu mets qu'une seule espèce parce que voilà. C'est vrai que c'est quand même plus une crevette qui est aujourd'hui mise dans des plus petits bacs. Pour la repro spécifique. Elles sont petites. Parce qu'elles sont vraiment minuscules. Voilà. Attention, après, petit bac, les variations de paramètres peuvent être brutales pour les crevettes. Ouais, toujours faire attention à l'évaporation. C'est à prendre et à laisser. Petit bac, petite crevette, logique, mais soyez vigilants sur les paramètres. Dernière chose, on filtre l'exhausteur, ça va vous aider. Franchement, ça fait le taf pour deux raisons. Parce que d'abord, ça envoie des bulles. Donc, l'effet de bullage, ça fait augmenter le pH. Voilà, donc on va rester sur un côté basique. Et en plus de ça, comme on a une température à 28, le bullage favorise l'oxygénation. Donc, il dit oxygénation, crevette un petit peu mieux, repro, etc., etc., etc. Donc, ouais. Ouais, et comme tu dis, justement, 28, l'évaporation, ça s'évapore très très vite. Et comme on veut pas avoir des variations de paramètres trop fortes, on compense bien avec de l'eau osmosée. Hein, on évite de voir le bac qui se vide de moitié avant de compenser, parce que là, ça remet des sacrés chocs. Donc du coup, en fait, si cette crevette, il n'y a pas tant de gens que ça qui en ont, tout le monde la connaît, mais pas beaucoup d'en. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu galère à maintenir. Parce qu'elle est un peu galère à maintenir, que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde d'avoir une espèce monospécifique de crevettes dans son bac, parce que contrairement par rapport au Neocaridina ou au Japonica qu'on peut mettre dans à peu près tous les bacs communautaires, tant qu'il n'y a pas de prédateurs, pas de souci. Eux, c'est très très rare d'avoir des espèces qui vont matcher au niveau des paramètres de type poisson, par exemple. Alors, il y a quelques espèces un peu sympas qu'on peut mettre avec, mais qui vont plutôt être au fond. Tu mets du Tilomélania, hein, puisque ça vient des mêmes lacs. On va pas parler du crabe matano parce que ça va être un carnage. Mais non, le petit combo Tilo et crevettes, ça va bien. Ouais, moi j'aime bien. En plus, généralement, les extravos ont tendance à par contre des gros granulés que les parents arrivent à attraper. Et eux, ils arrivent à les broyer un petit peu. Et justement, les juvéniles, j'ai remarqué qu'ils venaient bien profiter. Ouais, alors attention, pour s'en nourrir pas trop nourrir. Donc c'est vraiment intéressant. Pas trop nourrir parce que n'oublie pas que tu éclaires fort longtemps, on va dire ça. Et que tu peux vraiment après avoir un bloom d'algues. Et là, c'est un peu galère. Tout le monde a son truc, tout à fait. Voilà. Il faut gérer ça, hein, la croissance des algues dans votre bac, vous la gérez.
Si vous voyez qu'il y a un bloom et que vous avez des gros cheveux, vous arrêtez tout. Parce que le problème, c'est que vous dites, je vais en arracher, mais en arrachant, vous partez avec des crevettes. Là. Ah oui. Donc les juves, on les voit à peine, c'est un scandale. Ça vient de sortir, tout à fait. Ouais, donc vous gérez ça. Les Vietnamiens me montraient un peu les différentes étapes des bacs. Au début, ça fait des longs cheveux, ils mettent leurs crevettes, ils mettent des éclairages à 6-8 heures pour réduire un petit peu. Donc on voit les algues qui disparaissent et puis en fait ils maintiennent un fin gazon. Donc ils gèrent en fait avec l'éclairage, juste la durée de l'éclairage et ils arrivent à gérer ça. Par contre, ils ont des bacs avec des densités de crevettes. Ouais. C'est très très costaud. C'est vraiment, voilà. Donc eux, ils jouent avec le feu, ils ont l'habitude, c'est leur délire. Ils passent des heures tous les jours devant leur bac à regarder et ils décèlent le moindre problème. Nous, en France, on n'est pas toujours aussi attentionné que ça. Donc on joue pas trop avec le feu, mais bon, voilà. Oui, ça dépend effectivement des gens, leur capacité à vouloir ou non s'investir dans l'aquarium. C'est vrai que c'est plutôt réservé à des personnes qui ont envie de faire de l'aquarium un peu et puis profonde et on va dire stylé. Hein, le collectionneur qui a 60 bacs à crevettes, il peut pas passer 2 heures à observer tous ces bacs et à déceler le moindre problème. Déjà. C'est un peu le souci. C'est pas un reproche aux collectionneurs, loin de là. Hein, non, parce que... mais bon, déjà ils ont l'œil. Ouais, non, mais ils ont l'habitude et tout ça. Mais à un moment donné, il faut se fixer un peu des limites. Sur la Sulawesi, c'est pas compliqué tant qu'on a les bons réflexes au bon moment. Et si on attend le dernier moment, ça a vite fait de casser. Donc il faut vraiment avoir l'œil, il faut vraiment déceler le problème et pour ça, il faut regarder tous les jours. Pas juste passer devant en disant elles sont jolies et puis pas constater qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc tous les jours, on passe devant, on y reste un petit peu, on nourrit, on regarde comment ça se passe. Tiens, il y a un nouveau lâcher de bébé là, tiens, là il y a une femelle grainée. Et puis là, tiens, il y a un truc bizarre là. Voilà. On fait les analyses d'eau. Changement d'eau. Oui, en fait, on pourrait résumer ça comme c'est une crevette qui n'est pas spécifiquement difficile. Elle a juste d'avoir des besoins de paramètres et de maintenance bien connus et bien maîtrisés. Voilà. Une fois que vous savez tout ça, vous êtes prêt ou pas à choisir d'en prendre ou pas pour chez vous. En bac monospécifique, c'est quand même le mieux. Éventuellement avec quelques petits Tylomelania. Attention, les Tylomelania, ce sont des escargots qui se reproduisent. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a parlé justement des escargots qui se reproduisent à foison, qui envahissent ou pas. Donc, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que les escargots sont gentils ou méchants, je vous mets le lien quelque part par là. Et puis avec Steph, on va se retrouver la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On espère que vous en savez un peu plus sur la Carolina d'Enerly. Et à la semaine prochaine. Ciao.